Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est l'heure de votre journal sur Burkina Info. Le sommaire, ouverture des auto-écoles au Burkina Faso. Le gouvernement veut régulariser le domaine. Un délai de 24 mois leur a été donné pour la régularisation de leur licence. Disparition des 57 véhicules du parc automobile de la présidence du Faso vers la fin de la transition. Des citoyens restent sceptiques. D'autres demandent que des personnes impliquées répondent de leurs actes devant la justice. Il y a un an que les restes du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont été exhumés. Où en est-on aujourd'hui avec ce dossier? Des réponses dans ce journal. Le gouvernement burkinabé veut régulariser l'ouverture des auto-écoles au Burkina. À l'issue du Conseil de ministres, un délai de 24 mois a été donné aux responsables des auto-écoles afin qu'ils régularisent leur licence. Il ressort également que le Burkina adhérera bientôt au cadre inclusif de mise en œuvre du BEPS, le projet de lutte contre les phénomènes d'érosion de base imposable et de transfert direct de bénéfices. Le point avec Ibrahim Zongo. Le Conseil des ministres de ce mercredi a donné son accord pour l'adhésion du Burkina Faso au cadre inclusif de mise en œuvre du BEPS, le projet de lutte contre les phénomènes d'érosion des bases imposables et de transfert direct des bénéfices. Il s'agit donc à notre pays d'adhérer à ce cadre-là, afin donc que l'administration burkinabé puisse bénéficier d'un certain nombre de renseignements au niveau à des fins fiscales. Ça permet de lutter contre la fraude fiscale et l'érosion fiscale. C'est un mécanisme qui est mis en place par le CDE et notre pays donc va y adhérer à ce cadre-là afin donc d'avoir aujourd'hui un certain nombre d'éléments de traçabilité sur les nouvelles formes utilisées en termes notamment d'érosion fiscale. Le Conseil a par ailleurs, au titre du ministère des Finances, adopté une feuille de route en vue d'améliorer les passations de marchés et des délégations de services publics. Cette feuille de route va permettre d'aboutir dans quelques semaines à un nouveau décret qui va organiser la passation des marchés afin donc d'obtenir des réductions de délais substantielles. Il faut savoir qu'actuellement, pour ce qui est des passations de marché, pour les prestations intellectuelles, nous sommes à 181 jours. Pour ce qui est des appels d'offres ouverts, nous sommes à 158 jours. Et pour ce qui est des appels d'offres restreints, nous sommes à 151 jours. Au titre du ministère en charge des transports et de la mobilité urbaine, le Conseil a adopté un décret obligeant désormais les auto-écoles à régulariser leur licence. Ils ont 24 mois pour se conformer à la nouvelle licence, a ajouté le porte-parole du gouvernement. Et il s'agit notamment de permettre de régulariser l'ouverture de ces auto-écoles-là et de régler la question des licences. Pendant longtemps, la licence n'était pas limitative. Il y a maintenant une licence limitée à une durée de 7 ans avec des conditions de mise en œuvre très particulières. Les différentes auto-écoles donc ont aujourd'hui 24 mois pour une mise en œuvre effective de cette mesure-là. Notons que le Conseil a également marqué son accord pour l'exonération des droits de douane de 900 véhicules de transport de produits commerciaux tels que inscrits dans la loi de finances rectificative 2016. La disparition des 57 véhicules du parc automobile de la présidence du Faso à la faveur de la fin de la transition continue d'alimenter les débats dans la ville de Ouagadougou. Au-delà de l'ultimatum de 2 semaines lancé pour leur restitution, des Ouagalais demandent à ce que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire rendent compte de leurs actes. Samba Kassile Traoré, reportage. Ce sont au total 57 véhicules, à majorité de type 4x4, qui ont disparu du parc automobile de la présidence. C'est du moins ce qu'a affirmé le ministre d'État Simon Compaoré dans un communiqué datant du 23 mai 2016. Les habitants de la ville de Ouagadougou disent ne pas comprendre comment des véhicules d'État peuvent aussi facilement disparaître. 57 véhicules, effectivement, qui disparaissent comme ça, surtout dans une structure comme la présidence, ça paraît quand même ridicule. Voilà, parce que ça dénote déjà qu'il y a une faille dans la gestion même quand même du parc automobile de l'État. Parce que 57 véhicules ne peuvent pas quand même sortir quand même de la présence sans qu'il y ait quand même des traces. Et nous avons quand même un gestionnaire qui est peut-être un directeur du parc automobile de la présence. Donc moi je pense que ce type-là en réalité doit savoir où sont partis ces véhicules. On ne peut pas comprendre que des véhicules de la présidence puissent disparaître comme ça sans preuve.
En 57 voitures disparues de la présidente, avec toute cette sécurisation, je pense que l'affaire n'est pas claire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe en bas. Sûrement que c'est ça. Sinon, 57 voitures ne peuvent pas disparaître de la présidence comme ça. Certains Ouaralais pensent que les personnes détentrices de ces véhicules devraient répondre de leurs actes devant la justice. Bon, en réalité, ces personnes doivent aller en prison. Doivent aller en prison. Normalement, les personnes doivent aller en prison. C'est pas normal. Je crois qu'on dit que c'est les données publiques. Tout données publiques doit être protégé. Voilà, je crois que si on récupère, si on arrive à récupérer ces véhicules-là auprès quand même des particuliers, je crois qu'il faut quand même qu'il y ait une sanction disciplinaire et même pénale, parce que c'est pas normal qu'on sortit quand même de bien l'État à des fins, en tout cas personnelles, c'est pas normal. Mais ils seront punis par la loi. Ils seront punis par la loi. Quel que soit où ils se cachent, quel que soit qui est, il faut le punir par la loi. Selon le communiqué du ministre d'État Simon Compaoré, il est donné un délai de 2 semaines à toute personne détenant un de ces véhicules de passer les stationner au camp Cérès de Dasasko. Ce délai passé, ces personnes répondront de leurs actes. L'Union d'action syndicale UAS exige une satisfaction totale de tous les engagements pris en 2015 au profit des travailleurs. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, les syndicats ont jugé la mise en œuvre des engagements qui s'apparentent à un verre à moitié vide ou à moitié plein. Bassol Mabazier et ses camarades attendent du gouvernement un chronogramme clair pour la mise en œuvre des mesures prises. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est l'appréciation qu'a faite l'unité d'action syndicale au cours de sa conférence de presse sur la mise en œuvre des engagements pris en 2015 en faveur des travailleurs. Nous disons que nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit, d'un verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous avons effectivement eu des débuts d'exécution au niveau de certains points d'engagement qui avancent très bien, mais par contre sur d'autres points, au niveau de l'échéancier, nous n'avons pas de date et sur d'autres, ce sont des réponses évasives. Sur ces points, les syndicats se montrent intransigeants et exigent une satisfaction totale de toutes les revendications. Des grands engagements ont été pris et consignés dans un communiqué final. Une corne n'a été mise au cou de qui que ce soit pour prendre des engagements. Et dans le cas du respect de la parole donnée et des acteurs sociaux, les engagements qui ont été pris dans le communiqué final gouvernement syndical doivent être tenus. Il n'y a pas à tenir un engagement pour dire qu'il fait 70%, il fait 90%. Nous, on n'est pas dans ce sens de lecture. Que ce soit la loi 081, que ce soit la loi 028 portant code du travail, que ce soit la loi 027 portant sur les collectivités, que ce soit la diminution du coût des magasins ou boutiques dans les yards, la question du système LMD et le continuum, ainsi de suite. Pour ceux qui pensent que les syndicats en font trop à travers les grèves, l'unité d'action syndicale se défend. La grève, c'est l'arme ultime des travailleurs. Ne croyez pas que les travailleurs vont en grève parce qu'ils aiment la grève. La grève, c'est quand on se rend compte qu'effectivement, nous sommes devant un dialogue de sourds. Le syndicat n'a pas pour rôle de mettre en difficulté un gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Le syndicat n'a pas pour rôle de cultiver du désordre. Et du reste, l'ensemble des manifestations que vous venez d'évoquer de façon récurrente, à travers les différents ministères, mais quand vous dites à un interlocuteur social, voilà ce que vous pouvez faire. Mais pendant des années, vous le faites tourner en bourrique. Arrivé à un moment donné, il n'a autre arme que de se faire entendre de la sorte. Du reste, elle dit attendre du gouvernement un chronogramme de la mise en œuvre des engagements dans un bref délai, faute de quoi elle compte entreprendre des actions fortes. Poursuivons avec d'autres actualités. Revue de la situation sécuritaire sous-régionale et élections municipales au Burkina. Ce sont les 2 points inscrits à l'ordre du jour de l'audience entre le président du Faso et l'ambassadeur français. Gilles Thibault a réaffirmé hier l'engagement de son pays à accompagner les autorités burkinabées contre la menace terroriste. Le reportage de Cheikh Omar Bandaougou. Un entretien franc, direct et amical, telle aurait été l'audience entre le président du Faso et l'ambassadeur de France au Burkina Faso ce mardi 24 mai 2016. Et la question sécuritaire servit comme entrée. On a la même évaluation de la situation côté français et burkinabé, c'est-à-dire que la menace terroriste est toujours là. Et donc nous continuons à faire beaucoup dans le domaine des formations et des équipements au profit
du Burkina Faso. On va continuer parce que c'est une nécessité, c'est tous ensemble, seulement tous ensemble que nous arriverons à combattre ce fléau. Actualité oblige, les élections municipales du 22 mai ont été évoquées et partant, le faible taux de participation. Bon, de notre point de vue, c'est dommage évidemment, mais ça des Burkinabés le pensent, que le taux de participation soit pas aussi élevé qu'il l'avait été pour les présidentielles, mais c'est une donnée et de toute façon, il va y avoir bientôt des maires. Qu'à cela ne tienne, la France y voit une relance de la coopération décentralisée entre les deux partenaires. Vous savez, nous, la France, sommes très intéressés au développement des coopérations décentralisées. Le Burkina Faso est le pays au monde qui a le plus de coopération décentralisée active. Et donc les élus français, que ce soit de communes, de conseils généraux ou régionaux, attendent avec impatience le retour de leur père, entre guillemets, des élus burkinabés, pour relancer des coopérations qui sont souvent extrêmement ciblées. Elles sont importantes parce qu'elles vont vers les citoyens. On parle d'école, on parle d'alimentation. S'il est envisagé une relance de la coopération décentralisée, toutes les coopérations existantes ont fait par ailleurs l'objet de revues lors de cette audience. Poursuivons avec les municipales 2016. La CENI devrait en principe proclamer ce soir les résultats provisoires du scrutin du 22 mai 2016. Notre reporter Samba Kassile Traoré est actuellement au QG de la CENI. Bonsoir Samba Kassile. Oui, bonsoir Vanessa Diasso. Est-ce que la CENI a commencé à proclamer les résultats? Je dirais plutôt que la CENI vient de finir de proclamer les résultats de ces élections municipales. Et de façon générale, selon les dires du président de la CENI, ce sont au total 5 522 979 électeurs qui étaient inscrits. Et sur ce nombre d'électeurs inscrits, on dénombre 2 631 799 votants. Exactement, ils ont enregistré également 98 469 bulletins nuls. Le suffrage exprimé est de 2 527 151, soit un taux de participation de 47,65%. Et en ce qui concerne les résultats, la proclamation de ces résultats, le MTP fait tailler 11 167 sièges dans 363 communes, suivi de l'UPC qui enregistre 3051 sièges. L'UPC est talonné par le CDP qui a 2134 sièges, de même que la NAFA 453 sièges et l'ADF RDA 317 sièges. Voici de façon générale les résultats de certains partis politiques lors de la proclamation de ces résultats. Et dans quelle ambiance cette proclamation s'est déroulée? Je peux vous assurer que c'est dans une ambiance festive, au rythme des sonorités burkinabées, que s'est tenue la proclamation des résultats définitifs des élections municipales de ce 22 mai, du 22 mai dernier. Étaient présents à cette proclamation les leaders de certains partis politiques, des candidats à ces élections, de même que certains militants de partis, tous venus s'imprégner des résultats. On a noté également la présence aussi bien de la presse nationale qu'internationale. Donc on peut dire que de façon générale, tout s'est bien passé ici à la CENI. Merci Samba Kassile Traoré qui est actuellement au siège de la CENI. La CENI qui vient donc de proclamer les résultats provisoires des élections municipales et soulignant que selon la CENI, le taux de participation globale au municipal est de 47,65%.
Et nous poursuivons toujours avec les municipales, l'opposition politique qui félicite tous les conseillers municipaux élus sous la bannière des partis d'opposition. Dans une récente déclaration, le CEFOP leur a communiqué ses directives. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, invite ses conseillers municipaux à former, selon les cas, une majorité municipale ou une opposition municipale soudée qui parle d'une même voix sur toutes les questions relatives à la gestion de la commune. Il les appelle également à éviter toute compromission de nature à ternir l'image de l'opposition ou à faire échouer celle-ci dans sa conquête des mairies. Autre actualité, le premier conseil d'administration du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de l'année 2016 a débuté aujourd'hui. Jusqu'au 27 mai prochain, les participants à ces travaux vont réfléchir sur comment faire de leur département le levier du développement socio-économique du pays. Gaël Rodrigue, reportage. Ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation aura à se pencher sur les problèmes qui traversent ces ministères afin d'en faire un levier du développement socio-économique du Burkina Faso. Il s'agit de faire que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et l'innovation assument leur part contributive dans le développement de notre pays au bénéfice de ses habitants. La présente session du CASEM se tient sous le thème « Faire de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation un levier du développement socio-économique du Burkina Faso ». Ce thème nous offre un cadre d'échange et de réflexion ainsi que d'orientation de nos actions afin de remplir au mieux notre mission commune en 2016, mission qui est la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation. Au cours de cette rencontre, un bilan des activités de l'année 2015 des ex-ministères des enseignements secondaires et supérieurs, ainsi que celui de la recherche scientifique et de l'innovation sera fait. Des activités dont le taux de réalisation se veut satisfaisant. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le taux d'exécution physique des activités de l'ex-ministère des enseignements secondaires et supérieurs en 2015 a été de l'ordre de 72,77%. Dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation, l'ex-ministère relatif qui avait en charge ce domaine a enregistré des résultats appréciables avec un taux physique de réalisation des activités qui s'évalue à 66,29%. 3 jours, c'est le temps que durera cette rencontre qui permettra de dégager le programme des activités 2016 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. La diaspora burkinabé a la possibilité de participer à la 11e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé. C'est l'une des particularités de l'événement prévu du 9 au 11 juin 2016. Le comité d'organisation était face à la presse ce matin. Plus de détails avec Mahmad Sangari. La 11e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé JEB se tiendra du 9 au 11 juin 2016 sous le thème Filière émergente et entrepreneuriat des femmes et des jeunes. L'information a été portée à la connaissance de la presse ce mercredi 25 mai 2016 par les organisateurs de l'événement. Pour le président du comité d'organisation, la présente édition des JEB vise à célébrer l'importance du secteur privé dans la création de richesses et d'emplois. La 11e édition sera patronnée par M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, co-parrainée par M. le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Côté partenaire au développement, nous aurons le privilège d'avoir son Excellence M. l'ambassadeur du Japon. Et côté monde des affaires, c'est le directeur général de la Sofitex. Conférences et ateliers débat, salons sur l'entrepreneuriat et cérémonies de récompense sont entre autres les activités qui seront développées au cours de l'édition 2016 des JEB.
Les journées sont prévues pour se dérouler sur le site du CAO autour de 3 activités essentielles, à savoir les business fora. Ce sont des conférences et des ateliers qui seront organisés pour permettre d'échanger sur des problématiques et des opportunités de développement des affaires. La deuxième grosse activité tourne autour du salon de l'entrepreneuriat, donc le salon entreprendre au FASO, CFA. Et la troisième grosse activité, c'est la nuit du mérite. L'innovation majeure de cette édition serait la participation de la diaspora burkinabé aux activités des journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Et l'une des particularités de cette édition, c'est la possibilité qui a été offerte à la diaspora de participer à la compétition avec des projets qu'elle désire mettre en œuvre au niveau surtout du pôle de croissance de Bagré. Et à Issaka Kangougou d'inviter les acteurs de l'entrepreneuriat burkinabé à mieux accompagner les GEP afin que la présente édition soit un franc succès. Il y a un an, jour pour jour, que les restes du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont été exhumés au cimetière de Dagnouin à Ouagadougou. Un grand pas en avant dans le dossier Thomas Sankara qui avait été salué par tous. Un an après, où en est-on avec cette affaire? L'un des avocats de la famille Sankara, maître Benewende Sankara, répond à cette question dans cet élément de Cheikh Omar Bandaogo. 25 mai 2016, un an déjà que les restes du président Thomas Sankara et ceux de ses 12 compagnons ont été exhumés. Un coup de pouce a donc été donné au dossier à travers les tests ADN. Dans le secret de l'instruction, la justice, tout comme la famille du défunt président, a gardé le silence, ce qui n'empêche pas la famille de partager certaines informations. Ainsi donc, l'opinion se souvient qu'après les tests ADN qui sont restés inopérants de premier chef, le juge effectivement a été saisi d'une requête émanant de 2 familles qui ont souhaité faire une contre-expertise. Le juge ne pouvait que donner droit à cette requête-là. Selon l'avocat de la famille, le juge d'instruction se serait tourné vers d'autres laboratoires pour confronter les différents résultats. Mais qu'en est-il du fond du dossier? J'ai en tout cas le plaisir de vous informer que après les exhumations, nous sommes à ce jour plus d'une douzaine d'inculpations dans le dossier du président Thomas Sankara. Je dois aussi vous informer que, contrairement à ce qui a pu être dit par la presse, sur les médias, dans le dossier du président Thomas Sankara, le mandat d'arrêt qui a été lancé contre l'ex-président Blaise Compaoré n'a jamais été annulé. Et nous avons eu cette confirmation par écrit. Il y a plus d'une 50aine de personnes témoins qui ont déjà été entendus. Les confrontations se poursuivent. Pourrait-on donc aboutir à une audience publique les jours à venir? Ah, tout à fait. Mais il va falloir d'abord que cette question de test ADN qui fait l'objet de contre-expertise fasse l'objet d'un résultat que nous attendons. Tout compte fait, les Burkinabés dans leur ensemble et la famille Sankara en particulier attendent que la lumière soit faite sur cette affaire. Le Burkina Faso commémore aujourd'hui la disparition d'un de ses fils, 69 ans aujourd'hui, que l'homme politique Philippe Zenda Kaboré tirait sa révérence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qui a été Philippe Zenda Kaboré, mort à 27 ans, à la fleur de l'âge? Des réponses avec Tatiana Tapsoba. 25 mai 1947, 25 mai 2016. Voilà 69 ans que l'illustre politicien Kaboré Beb Zenda, connu sous le nom de Philippe Zenda Kaboré, décédé à Abidjan. Né le 18 novembre 1920 à Koutgou, Philippe Zenda Kaboré est le fils d'un des chefs de village traditionnel Mossi. Il a été étudiant à Bingerville en Côte d'Ivoire et à Dakar au Sénégal. Le 10 novembre 1946, il est élu avec Félix Houphouët-Boigny et Ouézin Coulibaly comme l'un des 3 députés de la colonie de Côte d'Ivoire au Parlement français. Il meurt quelques mois plus tard, le 25 mai 1947,
à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'âge de 27 ans, après avoir lutté vaillamment pour l'accession de son pays, le Burkina Faso, à l'indépendance. Les circonstances de la mort de Philippe Zenda Kaboré restent troubles. Certaines rumeurs affirment qu'il a été empoisonné, mais les médecins ont diagnostiqué une crise cardiaque, un décès prématuré qui est à l'origine du peu de connaissances sur sa personne. En effet, peu d'écrits existent sur la vie de Beb Zenda Kaboré. C'est seulement en 2010 que Désiré Kaboré publiera un ouvrage intitulé Y. Dominique Kaboré, Lettres ouvertes, Philippe Zenda Kaboré. Cet ouvrage est en réalité un recueil de correspondances entre les deux meilleurs amis qui partageaient les mêmes idéaux politiques et des ambitions nobles pour leur patrie. Un ouvrage à travers lequel l'on peut enfin découvrir le parcours politique du tout premier député de la Haute-Volta. L'ex-ministre de l'enseignement de base, puis celui de la promotion féminine, Alice Tiendrebegone Kaboré, est la fille unique de Philippe Zenda Kaboré. Aujourd'hui, le plus grand lycée du Burkina porte le nom de l'illustre disparu, le lycée Philippe Zenda Kaboré. Un lycée qui s'illustre également par son excellence. Le lycée a en effet remporté en 2013 le Grand Prix du président du Faso, prix de l'excellence scolaire. Parlons culture à présent. Le comité d'organisation de la 14e édition du CIAO a fait le point des préparatifs aux journalistes ce matin. Cette rencontre vise à susciter l'implication de la presse nationale dans la promotion de l'activité. La direction générale du CIAO rassure que d'importantes mesures sécuritaires ont été prises pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Hassan Nakro nous en dit plus. Après les artisans, c'est au tour de la presse d'échanger avec le comité d'organisation de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO. Un face-à-face qui a permis au comité d'organisation de faire le point de préparatifs de cette édition. C'est donc dans le cadre des préparatifs du CIAO 2016 que se tient la présente conférence de presse nationale qui poursuit les objectifs suivants. Premièrement, faire le point à la presse sur le contenu de la 14e édition du Salon en termes de défis et d'innovations attendues. Susciter la participation des artisans, des médias et du grand public au Salon 2016. Enfin, susciter l'accompagnement de la presse nationale pour promouvoir la 14e édition tant au niveau du Burkina Faso qu'à l'extérieur du pays. En ce qui concerne la sécurité, des mesures sont prises pour le renforcement de celle des biens et des personnes au sein du salon. Le CIAO entend prendre des mesures visant à sécuriser au maximum toute la manifestation, bien sûr avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il s'agit principalement en termes de mesures de renforcer le système de vidéosurveillance sur le site du CIAO et ses environs, mettre aux portes d'entrée du parc d'exposition des portiques de sécurité et de contrôle pour filtrer les entrées, acquérir des valises de détection des métaux, renforcer les bouches d'incendie en termes de quantité et de qualité. Avec un coût global de 488 millions, le comité dit avoir 350 millions auprès de l'État burkinabé et les 138 millions sont à rechercher auprès des partenaires financiers pour l'organisation. Le ministre du Commerce a effectué ce matin une sortie sur le terrain afin de constater le respect des prix et la qualité des produits de grande consommation. Ce contrôle a pour but de s'assurer du respect de la réglementation en matière de prix et la facturation, l'information du consommateur et la qualité. L'accent est mis sur des produits de grande consommation comme le riz, le sucre, l'huile alimentaire et le savon. Le match Burkina Faso-Îles Comores prévu pour le 5 juin prochain pourrait se jouer sans l'attaquant Bertrand Traoré. Rien n'est encore officiel, mais le joueur n'est pas au mieux de sa forme. Depuis le 22 mai, des séances d'entraînement des étalons ont débuté à Paris. Hassan Nakro nous en dit plus. Depuis le 22 mai 2016, les étalons du Burkina sont à Paris pour la préparation de la rencontre du 5 juin prochain
avec les îles Comores. En tout, 25 joueurs et 2 réservistes sont à Paris pour cette préparation. Pour l'entraîneur des étalons Paulo Duarte, les choses semblent bien aller, même s'il y a quelques joueurs clés qui ne sont pas encore en jambes. On a 7 joueurs, 3 gardiens, un joueur blessé qu'on voit s'il y a la possibilité de récupérer, que c'est Bertrand. Et voilà, on va faire avec et on a fait ce stage pour éviter que les joueurs qui ont terminé le championnat au 15, il y a 16, il y a 14, entrent tout de suite en vacances. Et voilà, et doucement les joueurs vont venir. Il y a des joueurs qui vont jouer au 27 comme l'Algérie, Dayou et Malou. Et Pitrepa va jouer au 27 aussi la Champions League. Guira va jouer au 29. Kofi Mohamed aussi joue au 26. Il y a Eric qui est au Égypte. Normalement il a un match mais on a gagné la présence lui avec une conversation avec le club. Mais dernière minute le club l'a bloqué à cause de son passeport. Et voilà, il y a d'autres joueurs qui sont à faire le visa et tout ça. Il empêche les joueurs d'être ici. Il empêche l'entraîneur de faire l'entraînement avec plus de joueurs. Et le joueur en question est Bertrand Traoré, l'attaquant vedette de l'équipe nationale burkinabé, évoluant à Chelsea. Pour l'instant, j'ai encore mal. Je suis en train de faire des soins avec le staff médical. Tout va se décider cette semaine. On va faire les tests, les essais. Et j'espère pouvoir être opérationnel pour le match du 5. Ça s'est passé au club. J'ai commencé à avoir mal depuis la dernière semaine du championnat. J'ai senti encore mal lors du dernier match. Je suis même sorti, j'avais toujours mal. J'ai fait des soins au niveau de la cuisse ischio. On continue les traitements et tout. J'espère pouvoir être top pour ce match. C'est un match très très important pour nous, pour notre qualification pour la CAN. On va tout donner, le bosser dur pour revenir à temps. Il faut noter que ces séances de préparation prendront fin le 31 mai en France et l'équipe nationale doit rejoindre les îles Comores en passant par le Kenya pour la rencontre du 5 juin entrant dans le cadre des phases éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD, se sont ouvertes hier à Lusaka, en Zambie. Le nouveau président de la BAD a profité de l'occasion pour présenter son programme. Les priorités de son mandat sont au nombre de 5. Électrifier l'Afrique, la nourrir, l'industrialiser, l'intégrer et enfin améliorer les conditions de vie de sa population. Et c'est sur cette information que nous mettons fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.